Bonjour, nous utilisons tous aujourd'hui notre ordinateur, notre téléphone ou notre smartphone pour interagir avec nos amis, pour travailler ou pour postuler un emploi, pour consulter nos emails ou échanger sur les réseaux sociaux. Alors qu'en est-il pour une personne en situation de handicap qui, pour une raison de santé, une raison de mobilité ou de déficience visuelle ou auditive, ne peut pas utiliser ces outils qui ont été conçus pour le grand public? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre pendant cette émission qui s'appelle En Direct, H-A-N-D-I, apostrophe R-E-C-T, voilà, il y a un jeu de mots, sur le thème de l'accessibilité numérique et des métiers du numérique. Alors, cette émission est organisée dans l'enceinte du groupe IGS, qui est une fédération d'écoles, d'enseignement supérieur, d'organismes de formation et des centres de formation d'apprentis et d'alternants. Il s'agit en fait d'une semaine de sensibilisation, une semaine du handicap qui nous accueille aujourd'hui. Alors les étudiants en alternance d'une formation particulière du cycle Master Point responsable en gestion du personnel, donc en ressources humaines, du CFA, du groupe IGS, ont préparé cette émission, ont fait un travail de recherche et sont allés à la rencontre de spécialistes qui vont nous rejoindre tout au long de cette émission. En parallèle, il s'avère que dans le hall en fait, de notre campus, un village de l'accessibilité numérique est en train de se dérouler pour découvrir concrètement les avancées dans tous ces domaines, avec notamment Orange, Tadeo, Eurobraille, Surdicité, CAR et Carré A5. Alors pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, je vais peut-être vous fournir quelques chiffres clés. On estime que 5 millions de nos concitoyens sont en situation de handicap. Dans nos représentations du handicap, on imagine avant tout une personne en fauteuil, parfois une personne sourde, une personne qui se déplace avec une canne blanche. Et finalement, 85% des handicaps ne sont pas visibles. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dont on va sans doute parler ce matin. Il y a des maladies invalidantes. Ça peut être par exemple une sclérose en plaques, ça peut être du diabète, ça peut être des allergies, ça peut être le VIH. Il peut s'agir d'une déficience physique, l'ablation d'un membre, une fracture mal consolidée. Il peut s'agir de quoi d'autre? De troubles psychologiques, de dépression, de névrose, de TOC par exemple, de schizophrénie. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les troubles de l'apprentissage, des troubles cognitifs. Il peut y avoir aussi des déficiences intellectuelles et puis des déficiences sensorielles, que ce soit l'odorat, l'ouïe, mais aussi la vue ou le toucher. Alors, ce qui ne nous intéresse pas ici, ce n'est pas tant l'état ou la déficience en tant que telle. La notion de handicap s'apprécie essentiellement dans une situation donnée et à un moment donné. Voilà, c'est une personne qui, dans telle situation, va se retrouver finalement en situation de handicap. Et ça peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne, mais aussi sur la vie professionnelle. Là, il est nécessaire de rappeler que, par exemple, en matière de chômage, le taux de chômage est le double et 2 fois plus important pour les personnes en situation de handicap. Le taux est de 22% contre 10% de la population active. Alors le législateur, par rapport à tous ces éléments, en fait, a réagi plusieurs fois, et notamment la dernière fois en 2005, en instaurant un principe d'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Alors cette loi est très importante, elle touche à beaucoup de choses, elle touche à l'accueil, aux ressources, aux questions de scolarité, aux questions d'emploi, de citoyenneté et aux questions d'accessibilité qui nous intéressent. Alors sur l'accessibilité, on en parle surtout lorsqu'il s'agit d'accessibilité aux bâtiments et on pense notamment à des rampes. On pense à l'accessibilité dans les transports, par exemple avec des bus adaptés. Mais dans cette loi, on parle aussi en fait de l'accessibilité numérique et il y a d'ailleurs eu
une obligation qui a été imposée aux services publics pour rendre accessibles les services liés à la communication en ligne. Donc, sur notre sujet d'aujourd'hui, sur l'accessibilité numérique. Alors, pour se plonger dans ce sujet, nous nous sommes entourés donc de spécialistes et pour répondre à différentes questions. Existe-t-il des normes en la matière? Comment rendre un site Internet accessible? Quelles sont les différentes nouvelles innovations en matière d'accessibilité? Quelles implications sur l'intégration sur le marché du travail et pour pouvoir exercer son emploi? Existe-t-il des métiers du numérique et est-ce que ces métiers sont sensibilisés à cette question? Notre parrain de l'émission, Joël de René, nous présentera sa vision prospective sur ce thème. Et enfin, nous échangerons avec un responsable du groupe IGS qui a accompagné des étudiants en situation de handicap. Alors, la règle du jeu de cette émission est assez simple. Je vais recevoir un à un, au fur et à mesure, en fait, nos différents invités. Nous allons dialoguer ensemble et ensuite, nous nous retournerons en fait, vers la salle pour pouvoir recueillir les questions des uns et des autres pour rendre cette émission la plus interactive possible. Alors, nous allons commencer avec une apprentie qui est ici aujourd'hui en formation. Donc, Sonia Otmani, vous êtes apprentie en Master 1 en ressources humaines à l'IGS et vous êtes en entreprise, donc en fonction aussi chez Bosch. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Ce qui m'intéresse à la première question, c'est peut-être de savoir quel était votre parcours scolaire, que ce soit à l'école et après à l'université, et nous dire si vous avez rencontré des difficultés ou pas par rapport à votre handicap. Alors moi je suis non-voyante, j'ai perdu la vue en cours de route à l'âge de 20 ans, donc j'ai une scolarité jusqu'à mes 20 ans dite normale entre guillemets, enfin, sans adaptation de poste parce que j'avais pas de problème de vue. Quand j'ai perdu la vue, du coup j'ai dû m'adapter, apprendre le braille, les différents outils qui m'étaient proposés pour avoir une accessibilité. J'ai fait des études d'histoire qui m'ont beaucoup plu. Le problème, c'est qu'en histoire, il faut puiser dans les sources et donc avoir accès à tous les documents, les bouquins qui ont pu être écrits, mais surtout pouvoir avoir accès aux sources. Et quand on est déficiente visuelle, c'est forcément pas évident. Donc il n'y a pas forcément de numérisation de toutes les sources. Donc il faut passer par des personnes qui nous font la lecture, des bénévoles notamment. Donc pendant tout mon cursus d'histoire, j'avais beaucoup de personnes bénévoles qui s'occupaient de me lire les bouquins, de me retranscrire les sources. D'accord, vous avez besoin en fait d'avoir une aide extérieure à côté pour vous aider à avoir accès les retranscriptions Il faut savoir qu'en histoire, quand on fait ne serait-ce qu'un exposé, on peut pas rester sur un bouquin, il faut avoir au moins en bibliographie une quinzaine de bouquins. Donc si je dois scanner tous les bouquins, trouver l'endroit qui m'intéresse dans le bouquin, je perdrais un temps fou. Donc je scannais certains bouquins, en tout cas j'en numérisais quelques-uns ou quelques passages, mais la plupart du temps je cherchais des personnes bénévoles, soit des étudiants, soit des personnes âgées, soit des amis, pour justement me faire la lecture de toute la bibliographie dont je pouvais avoir besoin pour mes études. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'imagine que dans votre vie privée, votre vie professionnelle, alors est-ce que vous lisez des mails aujourd'hui ou pas? Comment ça se passe? Oui, parce que j'ai une synthèse vocale, donc JAWS, qui permet en fait de retranscrire en vocal ce qu'il y a sur l'écran via un certain nombre de raccourcis clavier et une logique particulière à la synthèse vocale. Donc ça me permet de pouvoir accès à mes mails, de pouvoir avoir accès à Word, à Excel, à certains sites internet aussi. Donc c'est vraiment ce qui me permet d'envisager d'avoir une vie professionnelle plus ou moins sereine, même si c'est vrai que s'il pouvait encore y avoir plus d'accessibilité, ce serait l'apothéose. D'accord. Et comment ça marche techniquement? Vous avez un PC classique et Donc c'est un logiciel qui s'installe sur un ordinateur de base classique, un PC donc avec un clavier AZERTY classique. Et grâce à certains raccourcis clavier de Word et spécifiques à la synthèse vocale, ça me permet en fait de me balader dans
dans Internet, dans mes mails, sur Word et sur les différentes choses dont je peux avoir besoin sur Internet, avec des fois une accessibilité limitée par rapport à certains sites Internet, mais enfin, ce n'est pas forcément dû à la synthèse vocale, mais à la manière dont est fait le site Internet. Donc moi, je dis souvent que j'ai accès à Internet à hauteur de 70% selon les sites, mais ça me permet quand même de balayer un certain nombre d'informations assez rapidement grâce à ce logiciel. Alors, sans aller dans des questions très techniques, alors comment ça se fait que vous pouvez consulter certains sites internet et pas d'autres? À quoi c'est dû? En fait, un exemple tout bête, j'ai des cours de paye au sein de VGS. Et on a essayé de le rendre accessible, sauf qu'en fait, le logiciel, quand il a été créé par les personnes qui l'ont créé, ils ne se sont pas posé la question de savoir s'il y avait une personne déficiente visuelle qui voulait un jour avoir accès. Donc en fait, c'est en amont que ça se passe. C'est que si le logiciel ou le site internet n'est pas prévu pour qu'une synthèse vocale puisse y accéder, ou en tout cas se balader et avoir une vision synthèse vocale, l'accessibilité n'est pas faite. C'est en amont que la personne qui crée le logiciel ou le site internet doit réfléchir à cette accessibilité-là. D'accord. Et alors, dans votre travail, donc, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Peut-être, je ne sais pas, je ne vous ai pas demandé. Alors, moi, je travaille dans la mission handicap du groupe Bosch. Donc, j'accompagne les collaborateurs dans le maintien dans l'emploi, dans le recrutement des personnes en situation de handicap et la sensibilisation aussi des managers et des personnes, des collaborateurs du groupe. Et j'ai donc mon ordinateur avec ma synthèse vocale, un scanner qui me permet de scanner des documents qu'on me donnerait de la main à la main, qui ne sont pas écrits de manière manuscrite, mais qui sortent de l'imprimante en fait, pour que je puisse les retranscrire grâce à mon scanner. Et j'ai un dictaphone aussi qui me permet quand je ne peux pas noter des informations rapidement au stylo et pour les relire, donc je les dicte dans mon dictaphone et ça me permet d'avoir une traçabilité de mon travail. D'accord, d'accord. Une dernière petite question. Si vous aviez un rêve pour demain en termes d'accessibilité numérique, quel serait-il? C'est une belle question. Un rêve par rapport à l'accessibilité numérique, que tout soit accessible, que je puisse faire ne serait-ce que mes courses sur Internet si j'ai envie, ou m'acheter quoi que ce soit sur Internet si j'en ai envie, sans trop... Et puis avoir accès à tout sans réfléchir de la manière dont c'est fait, avoir une cohérence dans la mise en place des sites Internet aussi, ne pas avoir à chaque fois à réfléchir de la mise en place des choses, un petit peu rendre, peut-être pas ça standard, mais qu'il y ait une logique qui soit cohérente pour que ça me facilite la vie dans mes recherches et dans ma vie quotidienne sur Internet. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sonia pour ces témoignages et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.